Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de la formation. Voici les titres qui vous seront développés. Réforme financière, un atelier de validation des cadres juridiques et réglementaires des lois de finances s'est déroulé aujourd'hui à l'hôtel Aïla. Vous entendrez dans ce journal l'intervention du ministre du Budget sur ce sujet. Et concernant le conflit israélo-libanais, une attaque de Hezbollah sur une base militaire a causé la mort de 4 soldats israéliens. Enjeux climatiques et développement lors d'une réunion de haut niveau ce matin. La question du changement climatique est désormais au cœur des priorités de tout le gouvernement. C'est dans ce contexte pressant qu'une réunion de haut niveau a réuni des décideurs politiques, des experts en climat et des représentants d'organisations internationales pour aborder les enjeux majeurs liés au climat et leur impact sur le développement. Cet événement donc a permis de mettre en lumière l'urgence d'une action concertée face aux défis climatiques, en particulier pour des pays comme Djibouti qui sont fortement exposés aux conséquences du changement climatique. Un récent rapport de la Banque mondiale a d'ailleurs mis en garde contre les pertes économiques considérables que le pays pourrait subir si des mesures d'adaptation adéquates ne sont pas rapidement mises en place. Images que nous aurons donc dans nos prochaines éditions dans le cadre de l'amélioration et de la modernisation, je vous le disais à l'instant, du cadre juridique national. Un atelier de validation des textes réglementaires et juridiques s'est tenu aujourd'hui à l'hôtel Aïla, organisé par le ministère du Budget. Cet événement a rassemblé, outre le ministre du Budget, Ousmane Ibrahim Roble, de hautes personnalités, parmi lesquelles le secrétaire général du gouvernement, la présidente de la Cour des comptes, des représentants du Parlement, ainsi que des experts nationaux et internationaux ayant contribué à l'élaboration de projets de loi et décrets clés pour la bonne gouvernance. L'objectif principal de cet atelier était d'examiner les enjeux liés à la réforme des finances publiques en mettant en avant les innovations introduites avant d'engager une analyse approfondie des textes juridiques. Ces derniers doivent être en phase avec donc les besoins socio-économiques actuels tout en respectant les normes internationales. Eh bien, les participants ont abordé plusieurs sujets majeurs, notamment le projet de loi organique relative aux lois de finances en formulant des recommandations pour l'adoption de mesures législatives plus inclusives adaptées aux réalités nationales. Objectif de ces documents est d'améliorer la prévisibilité et la stabilité des finances publiques en établissant un cadre juridique solide, nous permettant à nos concitoyens de mieux comprendre comment sont élaborés ces documents, mais également comment ils s'exécutent et leur offrir ainsi une plus grande visibilité sur l'utilisation des ressources. Nous sommes conscients que la validation et l'adoption des textes doivent être accompagnées d'une volonté politique forte et d'une mobilisation de tous les acteurs concernés. Cet atelier de validation contribuera à une avancée majeure de notre pays vers une meilleure gouvernance. Lors de son intervention, le secrétaire général du gouvernement, M. Almis Mohamed Abdoulaye, a souligné l'importance de cet atelier en insistant sur des principes fondamentaux tels que la transparence, la responsabilité, l'efficience budgétaire et la discipline financière. On l'écoute. Nous sommes réunis pour examiner et valider 5 textes fondamentaux. Ces textes constituent les piliers d'une réforme ambitieuse qui vise à moderniser notre cadre budgétaire et à renforcer la transparence et l'efficacité de la gestion des finances publiques. Transparence et responsabilité. Voici donc les maîtres mots de cette réforme. Et il nous faut améliorer la transparence dans la gestion de nos finances publiques, en rendant les informations claires, en rendant les informations accessibles pour tous. Cette transparence, elle permettra aux décideurs politiques, aux parlementaires, aux administrations et aux citoyens de mieux comprendre et de mieux suivre l'utilisation des deniers publics. Et il nous faut, en parallèle, renforcer la responsabilité des gestionnaires publics qui doivent rendre compte de leurs actions et de l'utilisation des deniers publics. L'efficience, quant à elle,
repose sur l'optimisation de l'utilisation des ressources publiques. Et il nous faut là aussi optimiser l'utilisation de nos ressources pour atteindre nos objectifs de développement. Nous devons faire plus avec moins. Il nous faut mettre en place des indicateurs de performance qui nous permettront d'évaluer l'efficacité de nos programmes et de nos politiques publiques, afin de nous assurer donc une allocation meilleure de nos ressources. Le ministre du Budget a quant à lui clôturé les travaux en félicitant et en remerciant l'ensemble des participants pour leur contribution active. Les prochaines étapes consisteront à soumettre, a-t-il dit, ces textes à l'examen des instances compétentes en vue de leur adoption finale. On l'écoute. Je me réjouis aujourd'hui de la remarquable contribution du secrétaire général du gouvernement lors de cet atelier, qui est l'aboutissement d'un long processus conduit suivant une démarche. Mesdames et messieurs, cet atelier qui réunit les principaux acteurs et experts des finances publiques marque une étape décisive dans le processus de réforme que nous avons initié au sein du ministère du Budget. Ces réformes ne sont pas, je le dis bien, ne sont pas des simples ajustements techniques, mais s'inscrivent dans une vision plus large portée par son Excellence le Président de la République du Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh, avec un ultime objectif, celui de la transformation radicale de notre système de gestion des finances publiques avec la mise en place d'un budget axé sur le résultat. En mettant en place un budget axé sur le résultat, nous nous engageons de manière très ferme à renforcer l'efficacité de nos dépenses publiques et à faire en sorte que chaque franc djiboutien dépensé contribue directement au bien-être de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, cet atelier est l'occasion pour nous de finaliser les textes de base juridique et réglementaire qui donneront un cadre formel bien assis de nos réformes. Il est essentiel que ces textes traduisent fidèlement notre volonté de changement tout en assurant la conformité avec les standards internationaux et les réalités de notre économie. Avec cette réforme budgétaire, nous visons à moderniser l'administration publique et améliorer la gouvernance financière en promouvant la culture de résultats, de performance et une prestation efficace des services proposés aux usagers. Elle requiert l'engagement de toutes les parties prenantes et implique plusieurs jalons à réaliser de façon progressive dont la révision en premier lieu du cadre légal et réglementaire. Le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques a officiellement lancé ce matin le projet d'appui aux filières agricoles résilientes phare, un programme ambitieux visant à transformer durablement le secteur agroalimentaire de Djibouti. Ce projet, financé par la Banque mondiale en collaboration du gouvernement, a pour objectif de renforcer la résilience des filières agricoles face aux défis multiples, qu'ils soient climatiques, économiques ou environnementaux. En mettant en avant des pratiques agricoles innovantes et durables, le projet phare s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de développement rural du gouvernement. L'événement a réuni plusieurs personnalités, dont le ministre de l'économie et des finances, ainsi que le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale. De nombreux cadres du ministère et acteurs majeurs du secteur agricole ont également assisté à cette rencontre pour marquer le coup d'envoi de ce projet transformateur. Écoutez le secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Dans le cadre de ce projet de transformer notre pays, notre paysage agricole et de renforcer la résilience de nos filières face aux défis actuels et futurs. Ce projet n'est pas simplement une initiative de développement, c'est aussi un appel à l'action, un cadre dans lequel nous pouvons collaborer pour créer un impact significatif sur notre communauté et notre environnement. Les objectifs de cette atelier sont clairs et définis comme suit, en 3 points. On va vous présenter les projets phares et ses objectifs. Nous souhaitons vous donner une compréhension approfondie des enjeux de ces projets. On favorise la collaboration entre les différents acteurs de ce secteur et on sensibilise la communauté locale aux opportunités offertes dans le cadre de ce projet. Il est l'heure de retrouver l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité.
L'atelier donc a permis de détailler les principales activités prévues dans le cadre du projet phare tout en favorisant une étroite collaboration entre les parties prenantes. Écoutons un extrait de la représentante de la Banque mondiale à Djibouti. C'est avec un immense plaisir que je suis là parmi vous ce matin pour cet atelier de lancement officiel du projet des filières agroalimentaires résilientes sous l'acronyme phare, car ce jour marque une étape importante dans notre cheminement collectif vers le développement d'une agriculture durable et d'une économie résiliente à Djibouti. Au cours des dernières décennies, les efforts de développement de Djibouti se sont principalement concentrés sur les services urbains au détriment des zones rurales. Ce déséquilibre a conduit à des taux de pauvreté plus élevés dans les régions, entraînant un exode rural continu, entre autres impacts. Conscient de ces défis, le gouvernement, en collaboration avec le groupe de la Banque mondiale, a produit en 2021 un diagnostic du secteur rural. De ce diagnostic, on a découlé un rapport sectoriel sur les approches innovantes pour promouvoir l'inclusion économique et la résilience des populations rurales, afin de soutenir un développement rural plus inclusif et attentif aux questions de résilience et d'intégration économique. Ce rapport donc, qui a été produit en 2021 est la jeunesse du projet que nous discutons ce matin. Le projet phare, qui est doté d'un financement de 15 millions de dollars, a été conçu pour répondre aux besoins urgents d'un changement de paradigme dans le développement rural. Une nouvelle approche qui placera le secteur privé au cœur des activités agricoles, tout en mettant à profit le rôle structurant du secteur public. Ce projet ne vise pas seulement à augmenter la production agricole, il s'agit également de favoriser l'innovation, l'organisation économique et une agriculture intelligente face aux défis climatiques. Dans le reste de l'actualité, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Rassim Haroun Ali, a présidé hier une cérémonie de jumelage entre les conseils régionaux de Bok et d'Ali Sabié. Accueilli avec les honneurs par les habitants de Bok, le ministre a profité de l'occasion pour saluer chaleureusement cette initiative qui rapproche les deux régions. Dans son discours, il a félicité les présidents des deux conseils régionaux pour leur vision commune, soulignant que ce jumelage favorisera un développement économique, culturel et sportif harmonieux. Le ministre a encouragé les autres présidents des conseils régionaux à suivre cet exemple, renforçant ainsi la coopération interrégionale à travers le pays. Après la signature de la convention, le ministre Rassim Haroun Ali a visité plusieurs infrastructures clés de la ville de Bok qui seront bientôt inaugurées. Il s'est notamment rendu sur le site d'une usine de recyclage des déchets et a visité un centre commercial dont la construction est achevée mais qui n'a pas encore été inauguré. Les présidents des deux conseils régionaux se sont donné rendez-vous dans 2 semaines à Ali Sabié, qui accueillera à son tour la prochaine étape de cette coopération historique. J'aimerais vraiment réitérer que depuis le lancement de notre projet, sans l'appui du ministre de la Décentralisation qui est toujours là, qui est là aujourd'hui avec nous, qui a déjà été là, qui sera encore une fois avec nous lundi prochain, Inch'Allah, sans l'aide des présidents des conseils régionaux, des préfets, mais surtout également de la collaboration entre les organisations de la société civile et les conseils régionaux et les ministères sectoriels, ces projets n'auraient pas eu le succès qu'il a aujourd'hui, je vous rassure. Ce n'est pas USAID tout simplement tout seul qui rend ce projet un succès, c'est en travaillant main dans la main avec tous nos partenaires qui sont assis autour de cette table. Ces partenaires sont autour de cette table depuis le lancement du projet et je vraiment tenais à remercier sous l'égide du ministre de la Décentralisation ce travail qui a été accompli jusqu'à ce jour. Les autorités des régions de Bok et d'Ali Sabié ont salué la signature de cette convention de jumelage qui permettra un développement durable et mutuellement bénéfique. Les populations des deux régions profiteront des atouts et des opportunités offertes par chaque territoire, ont-ils dit, notamment en matière de commerce, de culture et de sport. Nous avons exporté l'idée de Italie habite de Bok jusqu'à Ali Sabié, s'unir pour entreprendre ensemble. Parce qu'on est convaincu
que quand on est ensemble, quand on est unis, on peut faire beaucoup de choses. Et nous essayerons et nous espérons profiter de l'expérience d'Ali Sébié pour aller de l'avant. Ce jumelage n'est pas seulement un jumelage donc, dans le cadre du tourisme ou d'échanges entre jeunes, mais surtout, c'est un jumelage dont l'objectif est de profiter de vos expériences et de vous donner aussi de nos expériences. C'est avec une immense joie et un profond enthousiasme que je me tiens devant vous aujourd'hui pour inaugurer un partenariat prometteur entre nos deux régions. Ces moments marquent le début d'une coopération interrégionale cruciale orientée vers un développement harmonieux et durable de nos deux territoires respectifs. Nous avons défini des objectifs clairs et ambitieux. Notre première priorité est de renforcer nos liens, car c'est par cette solidarité et l'échange que nous pourrons véritablement avancer. Nous voulons également promouvoir le développement économique, social, culturel et touristique. Chaque habitant de nos régions doit pouvoir bénéficier des fruits de cette coopération en facilitant les échanges d'expériences, de bonnes pratiques. Nous encourageons l'innovation, la créativité dans nos initiatives. Une initiative inédite entre nos deux collectivités territoriales djiboutiennes vise à affermir et consolider la volonté de nos deux parties à développer les relations de coopération grâce à la mise en commun de nos compétences respectives et à la mutualisation de nos ressources afin de consolider la politique de la décentralisation. Cette politique de proximité, chère à notre président de la République, chef du gouvernement, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. Et prenant la parole à son tour, le ministre de la Décentralisation a souligné que cette convention renforcera les liens de coopération entre les deux collectivités, amplifiant les échanges dans les domaines commercial, culturel et sportifs. C'est toujours un plaisir pour moi de venir à Obok et de partager avec les Obokois le moment le plus heureux de leur vie. C'est le cas aujourd'hui où nous célébrons un fait important qui va rapprocher des régions de notre pays et créer une solidarité entre deux peuples vivant dans un même pays. L'établissement d'une relation de jumelage entre le conseil régional d'Ali Sébié et le conseil régional d'Obok est tout simplement un acte qui mérite d'être salué par nous tous. Il doit aussi servir d'exemple pour les autres conseils régionaux car il s'agit d'une première du genre dans ces domaines. Obok et Ali Sébié sont des régions qui présentent des potentialités économiques et une richesse culturelle inestimable. Ces atouts réunis ensemble constitueront le moteur de l'économie régionale. L'accord qui sera paraphéré aujourd'hui va sceller définitivement le destin de ces deux régions érigées de celles-ci en un pôle d'attraction pour les touristes et les entreprises du pays et de la région de la Corne de l'Afrique. Le partenariat que les régions d'Obok et d'Ali Sébié s'apprêtent à mettre en place va renforcer le lien des coopérations entre les deux collectivités. Les échanges entre les deux régions vont s'amplifier et concerneront tous les domaines d'activité, principalement les domaines commercial, culturel et sportif. Le milieu physique et le climat de ces deux régions sont complémentaires. Le climat frais d'Ali Sébié sera un refuge pour les estivants obokois qui seront amenés à fuir la chaleur torride de l'été. Inversement, les habitants d'Ali Sébié et plus particulièrement leurs commerçants vont profiter de la mer et de richesses halieutiques de la région d'Obok. Bref, il est important de souligner les symboles qui entourent cette alliance historique entre les deux communautés qui partagent de nombreuses valeurs. Les régions d'Obok et d'Ali Sébié sont l'avant-garde de l'unité nationale. C'est par le rapprochement entre ces deux régions que s'effectuera le mélange des cultures que le sectarisme sera combattu et qu'une nation multiculturelle et multiethnique et multilingue verra le jour. Avant de terminer, j'aimerais ici remercier tous les invités qui ont fait les efforts de se déplacer à Obok et qui, par leur présence, manifestent leur soutien à cette initiative portée par le deux présidents des conseils régionaux d'Obok et d'Ali Sébié. J'adresse mes félicitations au président d'Obok et au président d'Ali Sébié pour avoir concrétisé cette union et j'encourage les autres présidents à suivre les exemples de leurs homologues de Ayou et de Assajog et à se projeter dans l'avenir en gardant comme objectif la satisfaction de l'intérêt général de leur communauté. Enfin, j'adresse mes profonds remerciements à l'UZ et à l'agence d'exécution
l'organisation Kézine Compagnie qui ont bien voulu apporter leur soutien logistique, technique et financier pour aboutir à la réussite de cet événement. Vive la coopération entre Obok et Alisabié et vive l'unité nationale. Vive. Et à l'Assemblée nationale, la Commission des affaires étrangères s'est réunie ce lundi 14 octobre 2024 pour examiner le projet de loi portant sur la ratification de la Convention mondiale relative à la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur. Présidée par le député Abdelrahman Awale Yassine, la réunion s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed. À l'issue des discussions, la Commission a émis un avis favorable pour la transmission du projet de loi en séance publique, marquant ainsi une étape clé vers la reconnaissance internationale des qualifications académiques. À la une également, l'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés, l'ONARS, en partenariat étroit avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, a organisé un atelier de renforcement des capacités consacrées à la détermination du statut de réfugié à l'intention des membres de la Commission nationale d'éligibilité. Cet atelier a réuni plusieurs personnalités de premier plan, telles que le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, le secrétaire exécutif par intérim de l'ONARS, Hussein Chardé, ainsi que le représentant du HCR à Djibouti. Les membres de la Commission nationale d'éligibilité étaient également présents pour enrichir leurs connaissances et leurs compétences sur les mécanismes de protection internationale et les procédures relatives à la reconnaissance du statut de réfugié. L'objectif central de cet atelier était d'accroître l'expertise des participants dans l'évaluation des demandes de statut de réfugié en respectant les normes internationales afin de garantir une protection équitable et efficace des personnes déplacés de force. Le statut de réfugié dans notre pays. L'ONARS joue donc un rôle clé dans le bon déroulement des sessions de la Commission nationale d'éligibilité. Nous nous chargerons de préparer soigneusement les dossiers d'entretien des demandeurs d'asile en étroite collaboration avec les experts du HCR et d'assurer le secrétariat de la Commission nationale d'éligibilité et préparer les PV ainsi que les notifications pour les demandeurs d'asile concernés. Le représentant du HCR à Djibouti a insisté sur l'importance cruciale de cette collaboration. Leurs interventions ont mis en lumière l'engagement commun à relever les défis liés à l'éligibilité et à la protection des droits. De son côté, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a souligné lors de son discours que le renforcement des compétences des membres de la Commission nationale d'éligibilité constitue une priorité nationale. On les écoute. Je ne peux pas commencer ce discours sans ne pas dire d'abord un grand merci aux hautes autorités de ce pays. Je fais allusion à son Excellence, le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, pour sa politique de portes ouvertes, de grandes portes. Ce qui m'a le plus impressionné ici à Djibouti, c'est que c'est un pays qui n'a jamais fermé ses portes, même dans les moments les plus sensibles et difficiles, même dans les moments vraiment compliqués au niveau médical, lors du Covid, lors d'une pox, lors des migrants, parce que vous êtes devenu un peu un highway, comme une grosse avenue, comme on le dit aux États-Unis, de migrants et de réfugiés. Mais vos portes restent ouvertes. Ce jour, c'est surtout pour parler de comment soulager les réfugiés, c'est-à-dire sur ces déterminations de statut. Quand vous allez aujourd'hui dans les différents villages, les réfugiés vous disent, c'est la première question. Et donc, ce premier pas qu'on vient de faire, parce que 100 km commence par un premier pas, par 10 km, c'est un pas très important. Et nous comptons beaucoup sur la Commission, c'est des experts, pour que la mise en œuvre soit vraiment effective, le plus tôt possible, avec l'aide de Allah, pour que ça se passe très très bien, toujours avec la douceur et la tendresse des Djiboutiens. Et j'en suis convaincu que ça se passera très très bien. C'est aussi une façon de faire la vulgarisation des droits et devoirs des réfugiés, parce que ce n'est pas simplement la détermination de statut, c'est aussi au niveau protection internationale, qui est le mandat du Haut Commissariat pour les réfugiés, un moyen aussi, un outil pour nous très important pour faire le second pas, demandeurs d'asile et réfugiés. Donc pour moi, ce jour, encore une fois, c'est vraiment un jour mémorable. La République de Djibouti a une longue tradition d'accueil et de solidarité
envers les réfugiés et les demandeurs d'asile, un engagement qui s'est renforcé au fil des années. Aujourd'hui, notre pays héberge plus de 31 891 réfugiés, principalement originaires d'Éthiopie, d'Érythrée, de Somalie et plus récemment du Yémen. En septembre 2024, nous comptions 23 496 réfugiés et 8 395 demandeurs d'asile. Ces chiffres témoignent non seulement de notre capacité d'accueil, mais aussi de notre volonté de fournir protection et assistance à ceux qui fuient les conflits et la persécution. Djibouti a ratifié convention internationale, dont la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967. Ces engagements nous obligent à garantir les droits fondamentaux des réfugiés. Autre atelier, cette fois c'est l'Agence nationale des personnes handicapées et la Chambre de commerce de Djibouti en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui ont organisé ce matin un atelier de sensibilisation et de vulgarisation des initiatives d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, et ce dans le cadre des efforts visant à promouvoir la diversité et l'inclusion dans le monde du travail. L'atelier s'est tenu dans la salle de conférence de la Chambre de commerce de Djibouti et a rassemblé plusieurs hauts responsables, notamment le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussedouale, le directeur général de la NPH, de Ali Saïd Mahmoud, le directeur général de la NEFIP, ainsi que la représentante du PNUD et des représentants du secteur privé. Cet événement s'inscrit dans le cadre d'un programme national visant à sensibiliser les acteurs du secteur privé à l'importance de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Il a pour but de promouvoir des pratiques inclusives et de favoriser leur emploi et leur épanouissement professionnel. 3 ans, 4 ans avec la NPH pour insérer des jeunes. C'est une grande joie pour moi de prendre part à cet atelier de vulgarisation des textes réglementaires, lois et décrets pour les entreprises du secteur privé au niveau de la Chambre de commerce. Et je voudrais d'emblée remercier le président de la Chambre de commerce et le DG de la NPH d'avoir facilité ce cadre de travail et cette collaboration, et également la contribution de la NFIP pour cet atelier. Le directeur général de la NPH et le président de la Chambre de commerce ont tour à tour indiqué que l'objectif principal de cet atelier est de sensibiliser les employeurs et responsables d'entreprises aux défis auxquels ces personnes sont confrontées, tout en encourageant la mise en place d'environnements de travail adaptés et propices à leur intégration et développement professionnel. Dans l'actualité également, l'Institut de la statistique de Djibouti a organisé un important atelier régional sur les statistiques des handicaps à Djibouti à l'hôtel Acacia. La deuxième réunion annuelle du groupe de Brazzaville sur les statistiques du handicap du 14 au 16 octobre prochain, organisé en partenariat avec le Washington Group sur les statistiques du handicap et l'International Disability Research Centre de l'Université College London. Cet événement a marqué une étape décisive dans la promotion des droits des personnes à besoins spéciaux sur le continent. Cette réunion, une première de cette ampleur à Djibouti, témoigne de l'engagement fort du pays pour l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. En 2018, sous l'impulsion du chef de l'État, notre pays a adopté une loi pour la protection des droits des personnes handicapées, affirmant ainsi son rôle de modèle régional. D'encadrement et d'information. L'atelier qui nous réunit ce jour coïncide avec la deuxième réunion annuelle du groupe de Brazzaville en présentiel. En plus de la production du rapport
de chaque pays présent sur les statistiques du handicap. Cette réunion aboutira à l'élection d'un nouveau bureau du groupe de Brazzaville sur les statistiques du handicap. Et lors de l'ouverture de l'atelier régional sur les statistiques, le directeur général de l'INSTAD a souligné l'importance cruciale de disposer de données précises pour mieux comprendre et améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap. Nous l'écoutons. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans le lancement de l'atelier qui marque officiellement la priorité accordée à la statistique du handicap. Ce dernier permettra non seulement de discuter des outils et méthodologies statistiques relatifs au handicap, mais également d'échanger, explorer ensemble les potentielles nouvelles sources de données sur le handicap. Conscient de la vulnérabilité de cette population, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a adopté en février 2018 une loi sur la promotion et la protection des droits des personnes ayant des besoins spéciaux. Cette loi est une réponse, un engagement et une ferme volonté de promouvoir et d'assurer à tous et à toutes l'égalité des chances ainsi que les droits et libertés fondamentaux de personnes handicapées. En outre, le gouvernement de Djibouti s'est engagé à garantir les droits des personnes handicapées et à ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif en janvier 2010. Mesdames et messieurs, pour atteindre ces nobles objectifs qui est la protection des droits des personnes handicapées, il a fallu nécessairement que l'INSTAD dispose de données statistiques fiables mettant en exergue la situation et les besoins des personnes handicapées à Djibouti. Ainsi, l'INSTAD a adhéré à la vision du Washington Group on Disability Statistics en 2019 et travaille en étroite collaboration avec l'équipe de l'Afrique francophone Brazzaville Group on Disability Statistics. L'armée israélienne a reconnu la mort de 4 soldats et plus de 60 blessés dans une attaque surprise, la plus importante depuis le début des affrontements entre le Hezbollah libanais et Israël. L'attaque a été menée dimanche soir par un drone du Hezbollah contre une base militaire de la brigade au sud de Haïfa. Le Hezbollah a menacé Israël de nouvelles attaques si les agressions contre le Liban se poursuivent. Et le Hezbollah a précisé que les drones sophistiqués ont atteint leur cible et ont explosé dans des salles où se trouvaient des dizaines d'officiers et de soldats israéliens qui se préparaient à participer à l'agression contre le Liban. De son côté, le service d'ambulance israélien a rapporté que plus de 60 personnes ont été blessées au sud de Haïfa. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi.